Alors, bonsoir à tous et bienvenue pour la 4e rencontre avec Edgar Morin. Nous clôturons ce soir à la MC2 un cycle commencé hier à Ève, espace de la vie étudiante sur le campus, puis qui s'est prolongé hier soir au musée, un dialogue avec Françoise Benamou et les problèmes de la starisation et des industries culturelles. Entre-temps, il y a eu la projection du film L'esprit d'insoumission, la résistance, la guerre d'Algérie. Certains d'entre vous ont pu voir cela au rez-de-chaussée de cette maison, hier et cet après-midi. Après quoi, Edgar, tu as donné dans cette salle, il y a 2 heures, un entretien sur ce film et sur l'esprit de résistance. Et ce soir, nous terminons ce cycle, initié donc par l'Observatoire des politiques culturelles, Jean-Pierre Saez, et avec la complicité et la générosité de MC2, Michel Aurier. Ce soir, nous terminons par un intitulé un peu général, mais évidemment très attendu quand on invite Edgar Morin, comment réformer l'éducation, comment réformer la pensée. Alors, nous en arrivons à un point donc nodal, un point de convergence de tout le travail d'Edgar, puisqu'il s'agit de parler ce soir un peu de ce qu'on a fait hier à l'espace de vie étudiante. Il y aura des redites et du tuilage entre nos échanges pour ceux qui les suivent depuis hier midi. Nous revenons à la question de la réforme de la pensée, à la question de la méthode, à l'immense question de l'éducation, la transmission. Ces maîtres mots, éduquer, transmettre, réformer, sont évidemment partout répétés. Ils sont au cœur des inquiétudes contemporaines. Ils sont dans la tête de chacun. En quelque sorte, on demande des maîtres, et si j'en juge par le succès des apparitions d'Edgar ici ou là, et à Grenoble ce soir, eh bien, on vérifie en effet cette recherche, cette demande, parfois désespérante, de maîtres qui nous parlent. Et donc on vérifie aussi un certain marasme symbolique dans à l'étape actuelle de notre culture ou de notre système d'enseignement ou de distribution du savoir. Alors, Edgar est un éducateur. Pour moi, Edgar, tu as été un formidable éducateur. Et je crois que tu es éducateur parce que tu chemines avec ton lecteur et tu chemines toi-même, tu avances sur un terrain que tu ouvres en y cheminant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te lire, je crois, sans la forte incitation à marcher, à ouvrir, à croiser, et souvent sur le mode du récit. Je crois que tu es un philosophe à la première personne, et au fond tu es un conteur, même quand tu parles de la méthode et des cycles et des boucles des épistémologies du XXe siècle, en physique, en biologie, en sociologie. Au fond, tu ne perds jamais de vue le chemin de Montaigne, le chemin de Pascal, le chemin de Descartes ou de Diderot, c'est-à-dire ces philosophes qui nous racontent leur chemin en même temps qu'ils nous donnent des contenus ou des résultats de savoir. Et donc, il y a dans ton œuvre et dans ta personne ce formidable appel au sujet de savoir que nous sommes nous-mêmes, au sujet curieux que nous pourrions devenir, cet appel à fortifier en chacun cette capacité critique de discernement, d'assimilation et de transmission. Alors transmission, c'est souvent une idée un peu descendante ou verticale. On pense que le maître, évidemment, transcende son auditeur, son disciple, son élève. Et avec Edgar, je dirais, cette flèche verticale s'abaisse et devient plutôt l'horizontalité d'une philosophie dialogante. Et donc, il y a une fraternité du savoir autour d'Edgar, je crois, et nous le reconnaissons, nous l'éprouvons, nous le vérifions depuis que nous l'écoutons, notamment pendant ces 2 jours. Un philosophe dialogant, c'est-à-dire un philosophe qui casse, au fond, le schème autoritaire, toujours plus ou moins inscrit dans les techniques ou lieux d'enseignement. Ce schème autoritaire, c'est au pire le schème stalinien, que tu as bien connu, le film en parle évidemment, et dans Autocritique, tu as merveilleusement décrit ce monde contre lequel tu t'es arc-bouté toute ta vie. Le schème stalinien, si on veut vraiment le résumer d'un mot, c'est au fond le schéma selon lequel il faut écraser l'adversaire.
Et au rebours de cette barbarie, je crois qu'Edgar pratique le bon usage de l'adversaire, et cela passe bien sûr par les épistémologies qu'il a lui-même développées, relatées dans Méthode, l'ordre à partir du bruit, le chaos génésique, une vision assez shakespearienne de l'histoire et un tragique du sujet qui est toujours incertain, toujours divisé, toujours traumatique, mais un sujet vivant, c'est-à-dire un sujet qui fait travailler en lui ses propres contraires ou contradictions. Hier, à l'espace de la vie étudiante, tu citais cette anecdote terrible de ta naissance qui illustre cette phrase que tu aimes répéter d'Héraclite, « vivre de mort, mourir de vie ». Et en effet, chaque vie s'élabore au bord de sa propre destruction, et il y a de la mort dans la vie, de la vie dans la mort. Tout lecteur de Edgar, évidemment, sait cela par cœur, mais au fond, qu'est-ce que veut dire savoir, et qu'est-ce qui descend de cela dans nos propres expériences? Alors, vivre de ses propres contradictions, moi je vois une espèce de judo ou de yoga mental. Le bon judoka, n'est-ce pas, s'appuie sur la force de son adversaire pour le renverser, mais il profite de la force de l'autre, qui voudrait l'écraser pour retourner. Et le yoga, c'est une technique aussi de la relation et du joug, et de la mise en conjugaison. Yoga, c'est conjuguer, la mise en articulation et en conjugaison de ce que la raison ordinaire sépare. Et donc la question de la réforme de l'entendement, c'est comment penser ou analyser sans disjoindre. Et le plaisir de la méthode, c'est le plaisir d'un remembrement du savoir, des savoirs, enfin du sujet et bien sûr de la culture. Alors culture, ça va être le maître mot de cette rencontre, c'est le mot-clé de beaucoup de débats aujourd'hui, si l'on songe que les luttes politiques sont au fond recodées souvent en termes culturels. C'est un mot éminemment pluriel puisqu'il a 3 acceptions, et Edgar aime souvent énumérer ces 3 sens du mot culture, enfin ces 3 domaines, puisqu'il y a la culture littéraire, les humanités, il y a là où les cultures scientifiques et techniques, et puis il y a là où les cultures de masse. Tu parlais hier soir de Hollywood, bien sûr, et tu évoquais toi-même ta propre fascination pour telle grande star de l'écran. La culture des médias, pas seulement le cinéma, bien sûr, mais tout ce qui vient par les médias aujourd'hui. Edgar circule avec une certaine jubilation entre ces 3 cultures et il joue de leurs antagonismes complémentaires, et ceci n'est pas sans saveur, évidemment. Alors, pour finir cette introduction un peu longue, je dirais qu'il y a un clivage entre les esprits qui m'a toujours frappé, et que Edgar est un bon marqueur de sympathie ou antipathie dans le champ intellectuel. Edgar, c'est-à-dire un trublion indiscipliné ou un chercheur énergumène, et on sent bien que ça bouscule les grilles des savoirs en place. Les gens qui ne t'aiment pas, cher Edgar, se réclament de valeurs ou de principes souvent hiérarchiques ou autoritaires, parfois accrochés au mot de républicain. Et ce sont souvent des gens un peu nostalgiques ou passéistes. Alors que les mauriniens me paraissent plus franchement démocrates, et ils privilégient davantage les jeux de, ce que j'appellerais les jeux de l'auto, les jeux de l'auto-organisation, l'autonomie, l'autocritique, c'est un titre important dans la bibliographie d'Edgar. Alors tout ceci pour dire que ce n'est pas seulement d'école ou d'enseignement qu'il faudrait parler ce soir, mais que nous sommes dans l'œil du cyclone actuel avec l'école, la culture, le citoyen, les médias, le point de concentration de beaucoup d'interrogations et de ce que beaucoup appellent une crise. Et au fond, tout cela, c'est la boîte noire intellectuelle ou la boîte de Pandore qu'on appelle aussi la démocratie. Immense question qui est traitée dans tous les livres d'Edgar, et ces questions sont en même temps renouvelées au fil de l'histoire quotidienne. Aujourd'hui, ces questions avancent et nous poussent, et certains diront pas forcément dans le bon sens, mais il ne faut pas céder, je crois, à la mélancolie. C'est-à-dire que les temps changent parce que les modes d'accès au savoir, à la culture changent. Il y a d'autres contenus, d'autres outils, d'autres relations qui ne cessent de surgir. Et puis, quand on s'intéresse à l'histoire, il faut, je crois, et toute la méthode est un processus historique,
Et à côté de l'histoire, il y a la géographie. Et Edgar insiste beaucoup aussi sur l'ouverture planétaire, les autres cultures, d'autres solutions ailleurs à d'autres problèmes ou à nos problèmes. Et donc nous ne sommes plus au centre du pilotage, ni évidemment de production de la culture, comme on a pu longtemps s'en vanter. Alors l'antonyme de la culture, bon, il y aurait plusieurs termes à sortir. Il y a évidemment la barbarie. La barbarie, elle peut se loger au cœur même de certaines formes de culture, de certaines formes de savoir ou d'enseignement. Elle nous vient aussi par certains médias, nous en parlerons tout à l'heure. Je suis assez ému d'être ici, accueillir Edgar ce soir, parce que, et vous êtes très nombreux à l'accueillir avec moi, parce que je me dis, c'est peut-être la dernière fois qu'Edgar, qu'il y a tant de monde à Grenoble autour de toi. Et donc, dans la petite heure, 1h30 que nous avons à passer ensemble, petite soirée ensemble, comment profiter au mieux de tout ce que tu apportes, de tout ce que tu as à dire, ce que tu as dit dans tes livres, et puis ce que tu peux articuler aujourd'hui de nos propres inquiétudes, réflexions, questions. Alors, bon, l'intitulé de notre rencontre est un mot un peu, ou un titre un peu attrape-tout, bien sûr. Réformer la pensée, réformer l'éducation. Bon, j'ai 6 questions. Si tu passes 10 minutes à répondre à chacune, ça va faire 1 heure. Après, nous ouvrons les questions à la salle. Et je sais que tu es fatigué, évidemment, que c'est pour toi une performance d'être ici pour 4 conférences en 2 jours. Il ne faut pas non plus trop charger ton séjour grenoblois. Donc, essayons de dire les choses avec le plus de proximité mutuelle et d'écoute réciproque et une certaine économie de parole ou de moyens. Ma première question, ce sera d'ouvrir sur ces 3 cultures, la scientifique technique, la littéraire, la culture de masse. Tu n'as négligé aucune des 3 dans ton œuvre, tu les articules, tu vas et viens entre elles dans ta vie, dans ta recherche, dans ta vie sociale. Bon, est-ce que, comme ça, tu pourrais nous dire tes bonheurs et tes questions touchant cette complémentarité antagoniste. Complémentarité antagoniste, c'est un mot que tu emploies souvent, entre le scientifique et l'artistique d'un côté, la culture de masse ou les médias et les 2 autres. Voilà. Enfin, on sent bien que ça circule, mais souvent on coupe ça, on le sépare, on le morcelle. Et toi, tu protestes contre cette disjonction. Tout d'abord, il faut partir du constat que dans notre histoire, à partir du 19e siècle surtout et du 20e, il y a eu une séparation, voire même une disjonction entre ce qu'on peut appeler la culture des humanités, la culture des humanités qui comprend la littérature, la poésie, la philosophie, et la culture scientifique. Alors qu'on peut dire que Pascal, Descartes sont à la fois des philosophes, des écrivains, des scientifiques. Hein. On voit que ces choses se séparent. Et peut-être c'est un des événements assez graves de cette disjonction. Pourquoi? Parce que la culture scientifique est une culture où il y a de moins en moins de réflexion sur les problèmes fondamentaux que traitent les sciences. Et la culture des humanités qui comporte en elle le pouvoir réflexif de la philosophie, c'est une culture qui n'a pas accès, c'est comme un moulin qui tourne à vide parce que le grain des connaissances fournies par les sciences n'y arrive pas. Et ce divorce est dommageable à l'une et à l'autre. Par exemple, rares aujourd'hui sont les philosophes qui s'intéressent aux acquis des sciences. La philosophie, en somme, se ferme sur elle-même autour de sa propre histoire et ne pense avoir besoin de rien d'autre. D'ailleurs, autant beaucoup de philosophes méprisent les sciences, autant beaucoup de scientifiques méprisent la philosophie, double mépris absolument injustifié. Alors, moi je crois que, et dans le fond, à partir du moment où j'ai conçu que l'être humain était évidemment un être
dotés d'esprit, de conscience, de culture et toute notion à partir desquelles se sont formées les sciences humaines, dans ce même être-là est un animal, pas seulement dans son foie, sa rate, mais même dans son cerveau, qui est l'héritier d'un cerveau de primate, que tout ce qui est même le plus biologique et le plus culturel, comme naître, hein, comme mourir, comme manger. Bon. Et dans le fond, qu'on ne peut pas séparer la réalité biologique de l'humain de son autre réalité, alors qu'elle est coupée en deux. Hein, elle est absolument coupée. Alors, donc, pour moi, c'est tout à fait naturellement que ma curiosité, je dirais, anthropologique, pas dans le sens actuel du mot anthropologie, mais dans le sens ancien, 19e siècle, c'est-à-dire une réflexion sur toutes les connaissances qu'on peut avoir sur l'humain, s'est trouvée portée vers la science. Aussi bien dans mon livre « L'homme et la mort », je me base sur des données de la biologie de l'époque, autant par la suite, c'est la nouvelle biologie sur laquelle je puisse. Donc, et de fait, à partir du moment où on sait que, et ça c'est depuis la révolution biologique de Crick et Watson, on sait que tout être vivant est constitué de la même matière que celle qui existe en dehors de la vie. Alors, il est évident qu'on est aussi des êtres physiques, nous sommes des machines thermiques, nos atomes se constituent d'une matière qui s'est faite dans des étoiles antérieures aux nôtres. Donc, d'une certaine façon, nous sommes un tissu, nous sommes faits, disons, d'une matière cosmique. Et même, je dirais, nous avons en nous les particules qui sont faites dans les premiers moments du cosmos. Alors, comment peut-on penser l'humain si on ne rejoint pas les deux cultures? C'est ça le problème. Et j'ai essayé de me cultiver dans un sens comme dans l'autre. Bon, ça c'est un point. La troisième culture, il faut voir peut-être sous deux angles de vue. Bon, le premier angle de vue, je dirais que c'est celui de mon enfance. Moi, on ne m'a pas enseigné la culture. Je ne suis pas un héritier dans le sens bourdievin du terme. Je suis quelqu'un qui a d'abord adoré la chansonnette, qui a adoré la musique de Ketelbé sur un marché persan, qui a adoré les romans d'aventure, les romans populaires, et qui a adoré les films, n'importe lesquels. Et je me suis autodidactisé, si j'ose dire, c'est-à-dire que, à un moment donné, j'ai découvert la symphonie pastorale de Beethoven et puis la musique. Et puis j'ai découvert les romans et je me suis rué sur Balzac, sur Stendhal, sur Dostoïevski. Et puis le cinéma, de cinéphage, je suis devenu cinéphile en élisant les films qui me plaisaient et qui, dans le fond, devenaient être reconnus comme des chefs-d'œuvre cinéma. On en parlait hier soir. Hein? On en parlait hier soir avec quelques saveurs, c'est assez drôle. Et donc, voici cette culture. Mais je n'ai pas abandonné mon goût pour la chansonnette, et je dirais pour cette culture des rues que dans mon enfance, j'ai eu à Ménilmontant. Mais cette culture, aujourd'hui, fait partie de ce qu'on peut appeler la culture médiatique ou la culture de masse. Et là-dessus, aussi, je voulais avoir un point de vue complexe. C'est-à-dire, dans le livre que j'ai fait, qui s'appelle « L'esprit du temps », j'oppose les deux points de vue contraires, c'est-à-dire le point de vue de ceux qui, comme Marcuse et Adorno, disent que c'est de la crétinisation, que tout ça est fait pour abrutir et aliéner les classes populaires et les empêcher de penser à la révolution, donc qui condamnent formellement cette sorte de machine appétissante, et les autres qui disaient, ça c'est une polémique qui a eu lieu en Amérique dans les années 40-50, qu'à travers cette culture, il y avait du savoir, de la connaissance, qui allait dans des milieux populaires qui sans cesse n'auraient pas eu. Et moi, j'ai pensé que dans cette culture de masse, il y avait toujours un conflit entre quelque chose de créatif et d'original et quelque chose de standardisé et de frivole. Et pour moi, le cinéma, c'est exemplaire parce que le cinéma fait par des procédés industriels et destiné au profit commercial, le cinéma d'Hollywood a quand même produit quelques chefs-d'œuvre parmi un très grand nombre d'œuvres moyennes et d'autres médiocres. Donc,
ça veut dire que quand même l'élément de création s'y trouve, et il s'y trouve bien entendu dans la chanson, il se trouve dans le rock, il se trouve... Donc je ne peux pas avoir un jugement, disons, le jugement qu'aiment avoir les intellectuels, ne voyant que dans la culture médiatique que de la dégradation. Il y en a certainement, mais on peut dire aussi qu'il y a de la connaissance scientifique qui s'infiltre à travers des émissions ou appareils Super Reeves ou d'autres. On peut dire qu'il y a des émissions littéraires. On peut dire que dans cette culture médiatique, il y a un peu de tout, et que peut-être les deux choses que je trouve graves, la première, c'est que actuellement, bien que il y a une multiplication de télévisions secondaires et périphériques, il est impossible désormais de pouvoir avoir un débat, une discussion sérieuse à la télévision, parce que les meneurs de jeu, dès que quelqu'un essaye de faire une démonstration, lui coupe la parole, donne la parole. Ce qu'ils veulent, c'est du show, ils veulent du spectacle. Ça, c'est une chose, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai connu une époque où on pouvait parler pendant une demi-heure, pendant une heure, dans une émission, même si elle passait à 11h du soir, aux minutes. Bon. Et la deuxième chose, c'est, moi, je ne suis pas contre le fait que quand les gens rentrent fatigués, épuisés après une journée de travail abrutissant, ils cherchent à se divertir avec des jeux, avec des films, etc. De toute façon, la culture de masse, la culture, est une culture qui tend à la diversification, mais qui a tout un aspect, effectivement, d'homogénéisation et de dégradation. Mais je ne peux pas avoir un jugement global. Voici donc pour les trois cultures, et moi je participe aux trois cultures. On sent bien qu'avec la sagesse, il y va d'un sujet autonome, et puis l'information, à l'inverse sans doute, incarne un principe de déliaison, de mise en miettes. Et donc nous sommes face à cet éparpillement des news, des données, des informations, chaque jour, chaque matin, la radio, la télé, nos propres rencontres, nos propres façons de naviguer sur Internet. Tout cela produit énormément de données, d'informations. Et puis comment métaboliser tout cela en un savoir, et puis ce savoir peut-être éventuellement comment le remétaboliser en une sagesse. Bref, que veut dire être savant? Et je crois que toute ton œuvre est affrontée à cette question. Mais alors, à trop poser cette question, et même le titre de ce soir pourrait nous faire, je pense, manquer autre chose, à trop poser la question de l'accès au savoir, la question de l'organisation, des liaisons du savoir, on oublie peut-être que la connaissance n'est pas le tout de notre vie, et qu'il y a le désir, qu'il y a la curiosité, qu'il y a le divertissement, qu'il y a l'ouverture aux autres, l'amour, et puis la force de l'âme en général. Et donc, tout cela contribue évidemment à ce qu'on va appeler sagesse, et contribue, ce sont des ingrédients de la méthode. Mais je ne voudrais pas qu'on voit en toi un épistémologue pur et dur, et quelqu'un qui nous proposerait un catalogue de savoir presque un programme béton, comme ça il faudrait lire les 6 volumes de la méthode, par exemple, pour accéder à une connaissance bien liée du monde des idées ou remembrer sa propre vie. Donc voilà, il y a ces 3 étages dans ce qu'on appelle le savoir, et puis il y a, baignant tout cela, autour de tout cela, il y a bien d'autres paramètres pour, disons, la vie heureuse. Alors, est-ce que... Bon, ma question flotte un peu, cher Edgar, mais est-ce que tu pourrais reprendre au fond ces trois niveaux, sagesse, savoir, information, et puis, sans oublier, bien sûr, le désir, la curiosité, la relation. Oui, moi je pense que la formule d'Eliott est très juste. Ça veut dire que les informations, elles ont besoin d'être inscrites dans leur contexte. La première fois que l'on a parlé, par exemple, du Kosovo, très peu de gens savaient ce que c'était que le Kosovo. Donc l'information ne sert à rien, mais une fois qu'on connaît un petit peu l'histoire de la Yougoslavie, de la Serbie, de l'Empire ottoman, des Balkans, les informations s'insèrent. Autrement dit, les informations ont besoin d'être organisées dans une connaissance. Mais attention, là-dedans, il y a un problème paradoxal. C'est-à-dire que si on organise trop bien l'information, l'organisation cognitive devient très rigide, et à ce moment-là, les informations qui lui déplaisent sont rejetées. Par exemple,
Les partis politiques, eux, ils ont une connaissance, enfin un système de connaissances tellement bien organisé qui sélectionne toutes les informations qui vont dans le sens de leur parti, qui rejette toutes les informations qui vont dans le sens contraire. Donc, la connaissance doit être organisée, mais elle ne doit pas être organisée de façon dogmatique, c'est-à-dire l'organisation doit être ouverte aux nouvelles informations qui peuvent venir détruire le système de connaissances. C'est la seule façon de s'ouvrir à la nouveauté. Alors, la connaissance, telle qu'on la conçoit, c'est quelque chose qui est devenu étrangère à nos vies. C'est-à-dire que, à la différence, disons, de ce qu'on pouvait considérer comme la connaissance philosophique dans l'Antiquité, c'est-à-dire qui sert à nourrir sa conduite de vie, qui sert à vivre, qu'on incorpore dans son existence, nous avons nos connaissances scientifiques que nous n'incorporons pas. Et ce type de connaissances, entre guillemets, objectives, qui est tout à fait séparé de ce qu'on peut appeler l'art de vivre, puisque le mot sagesse est un mot très difficile, n'est-ce pas? Mais enfin, moi je l'emploie, enfin je le traduis dans le sens comme ça. Que faisons-nous que fait-on de nos savoirs dans notre vie? Et j'avoue que si je prends par exemple, moi, ce que j'ai puisé quand j'étais adolescent dans les romans, dans l'Anatole France, dans Dostoïevski, ce sont des choses qui m'ont marqué, ce sont des idées, des sentiments qui m'ont orienté dans la vie. Et ce qu'on peut appeler un maître ou un gourou, c'est quelqu'un dont les idées vous aident à transformer votre propre vie ou à l'illuminer. Et c'est ce genre de connaissances liées à la vie qui est très important. Alors, les savoirs, bien sûr, mais la question c'est comment va-t-on les relier à nos expériences vécues? Est-ce que ça va être des savoirs purement pratiques pour nos techniques, pour notre métier, pour notre profession, ou pour faire des conversations? Et c'est ça, alors où se pose le problème du savoir. Mais il est évident que, à mon avis, à mon sens, le problème du savoir n'est pas de nous transformer en savants, c'est-à-dire des gens enfermés dans le savoir. Le savoir doit nous aider à mieux comprendre autrui, c'est-à-dire à avoir des relations vraiment de compréhension à l'égard les uns des autres et entre humains. Là aussi, pour moi, je veux dire que c'était, je crois que c'était Durkheim qui disait si ça servait à rien pour la société, je ne passerais pas une minute à m'occuper de sociologie. Bon. Moi, je dirais que si les savoirs étaient purement affaires de spéculation, eh bien, je pense que ça serait peut-être un luxe. Et c'est pas ça qui est important, c'est comment établir toujours une relation entre les informations, la connaissance, le savoir et la vie. Et par relation, tu veux dire, alors c'est pas dans les 6 questions, mais je rebondis, tu veux dire la relation à une personne, c'est-à-dire que tu viens de poser la question, au fond, il y a des maîtres, il y a des gens qui incarnent le savoir, ou qui proposent une vision incarnée du savoir. Et c'est vrai que c'est vers eux que nous allons. Nous allons vers des gens qui proposent un savoir sur le mode de l'incarnation. Et là, tu dis une chose très importante, je trouve, expliquant ton propre rôle d'ailleurs, parce que au fond, on acquiert un savoir pour faire plaisir à un maître ou pour s'incorporer un peu de sa propre image qu'on s'est faite comme ça, idéalement, en écoutant ses propos, en lisant ses livres. Alors, c'est cette dimension d'incarnation peut-être qui est en effet un des paramètres cachés de la relation pédagogique ou de la relation d'apprentissage. On apprend pour suivre quelqu'un, au sens fort du mot suivre. C'est-à-dire que, évidemment, il peut se créer un rapport privilégié dans les deux sens, entre le maître et celui à qui il enseigne. Il faut que ce soit un rapport dans les deux sens. Platon disait que pour enseigner, il faut de l'éros. Il ne voulait pas dire de la pédophilie, n'est-ce pas? Il voulait dire il faut aimer. Il faut aimer autrui, il faut aimer ce qu'on enseigne. Et quand on n'aime pas ce qu'on enseigne, on n'aime pas les enseigner, on n'est pas un enseignant. Et de même, c'est très beau d'avoir un maître. Moi, je n'ai pas eu de maître, mais j'aurais beaucoup
aimé avoir eu des maîtres, c'est-à-dire quelqu'un que j'admire et qui soit pour moi un exemple. Mais il serait pour moi un exemple, non pas seulement dans la ligne des idées qu'il m'apprend, mais l'exemple de son propre être, de sa propre vie. Et je pense que heureux celui qui rencontre le maître dont il a besoin. Alors, on a parlé tout à l'heure, à la fin du débat précédent, dans cet auditorium, de la barbarie. Et je tiens à y revenir parce que, bien sûr, on n'a pas épuisé un sujet redoutable, et parce que la barbarie, c'est quand même l'antonyme, l'antagoniste de toute culture, de tout savoir, de toute éducation et de toute réflexion. Il y avait un beau slogan qui a donné le nom d'une revue et d'un mouvement, « Socialisme ou barbarie ». Et évidemment, il s'est révélé chemin faisant, ou avant déjà, qu'une partie de la barbarie était logée dans le socialisme. Et donc le film qui a été montré ici, Jean-Pierre Saez posant les questions, et les personnes qu'on voit dans ce film savent bien à quel point la barbarie peut revenir par les moyens mêmes par lesquels on prétend lutter contre la barbarie. Alors, j'ai mis aussi cette rencontre et ce qu'on a à dire ce soir sous l'archimot de démocratie. Et on peut dire qu'au cœur de la démocratie, il y a les formes du marché, l'extension de la marchandise, et que l'une ne va pas sans l'autre, et qu'avec l'extension de la marchandise, c'est-à-dire de la forme calculable de l'échange, alors avec la montée du calcul, la montée de la relation marchande, la montée aussi bien sûr de tout cet appareil de production, la technoscience, il y a peut-être une forme potentielle de barbarie dans l'extension du monde du calcul, et tu en parlais tout à l'heure ici. Mais il y a aussi ce fait que la marchandise séduit formidablement nos désirs et même nos enfants, qui sont comme des proies faciles pour le monde de la marchandise, et cela ridiculise d'autres modèles qui sont plus rébarbatifs, du côté de l'école, du côté de la famille, du côté de l'État, du côté de hautes formes symboliques par lesquelles nous prétendons éduquer et transmettre. Alors, moi j'aimerais que tu reviennes ou développer, entendre un peu de ta bouche ce soir, cette barbarie qui vient à bas bruit. Bon, c'est plus la grande barbarie sanglante du stalinisme, du nazisme, et néanmoins il y a une barbarie rampante au cœur de notre civilisation. Et par exemple, bon, la télévision, bien sûr, est une chance d'ouverture, parfois planétaire, et la télévision apporte aussi à l'évidence la dévastation quand nos enfants la regardent 3h15 en moyenne, paraît-il, par jour. Elle capte et englue quantité de désirs qui pourraient s'investir ailleurs, autrement, de façon moins passive, de façon plus curieuse ou de façon plus critique. Et néanmoins, elle-même est un outil en même temps de critique et d'information aussi. Et donc, comment mieux faire face à la barbarie, c'est-à-dire comment mieux l'évaluer sous ses formes parfois douces, et puis contre qui donc se mobiliser, et avec qui se mobiliser face à cette, disons, barbarie rampante, soft, ou tentaculaire, et peut-être d'autant plus dangereuse qu'elle est éparse, qu'elle est dormante, et néanmoins bien là. Oui, alors, tout d'abord, je pense qu'il faut partir de cette idée très embêtante de l'inséparabilité de la barbarie et de la civilisation. Ce qu'on appelle la civilisation, les grandes civilisations historiques, se sont bâties sur la rapine, sur la conquête, sur le rapt des richesses d'autrui, dans l'Antiquité sur l'esclavage. Et c'est sur cette base qu'il y a eu des merveilles de culture et de civilisation, notamment à Athènes, l'Antiquité. Bon, en ce qui concerne l'Europe, alors là, le cas est très intéressant, parce qu'on peut dire que l'Europe, à part des pays d'Europe occidentale, ont dominé le monde à partir du XVIe siècle. Ils l'ont colonisé, ils ont pratiqué pendant des siècles la traite des Noirs et l'esclavage. On peut dire que l'Europe occidentale a pu pendant des siècles pratiquer sur le reste du monde une domination, une barbarie constante qui ne s'est atténuée qu'au XXe siècle. Alors, il y a ça. Mais la chose paradoxale, c'est que si l'Europe a été le foyer
de la plus importante barbarie de l'histoire, elle a été foyer de toutes les idées d'émancipation contre cette barbarie. Et chose frappante, c'est dès le XVIe siècle que d'un côté, Bartolomé de Las Casas dit et fait admettre que les Indiens sont des êtres humains et ont une âme, alors que l'Église catholique leur déniait, puisque Jésus n'a pas été se promener en Amérique, et que Montaigne dit que ce qu'on appelle barbares sont des gens d'une autre civilisation, et ce qu'il dit des cannibales, des Indiens. Et cet esprit-là qui naît chez deux descendants de Marane, c'est-à-dire de juifs convertis, aussi bien Bartholomé de Las Casas que Montaigne, chose qui a dû universaliser leur regard. Hein. Eh bien, ces idées-là, ce sont ces idées qui se sont développées avec le Montesquieu des lettres persanes et de l'esprit des lois, avec la philosophie des Lumières, avec les grandes idées romantiques, notamment de Victor Hugo annonçant les États-Unis d'Europe pour préluder les États-Unis, avec les internationales. Et l'Europe a fourni aux colonisés les idées qui ont permis, prises en main par ces colonisés, leur ont permis de s'émanciper, au moins politiquement. Donc, nous vivons ce paradoxe, n'est-ce pas, de la région qui a été le foyer de la barbarie et le foyer de l'anti-barbarie. Je pense que la mission de l'Europe aujourd'hui est de revenir sur toute la barbarie qu'elle a produite, jusqu'à la barbarie des totalitarismes et jusqu'à la barbarie des goulags et des camps d'extermination et d'Auschwitz. Mais la prise de conscience de cette barbarie qu'on lui demande maintenant d'un peu partout, les Martiniquais, les Noirs, les Algériens, les Juifs, cette prise de conscience, évidemment, elle est absolument nécessaire pour dépasser cette barbarie. Maintenant, tu as parlé d'une autre barbarie qui est liée, je crois, à notre monde actuel, qui est à la fois capitaliste, fondé sur le profit, fondé sur le développement économique et sur le développement technique, et où effectivement, on peut dire qu'il y a d'abord toute une barbarie qui est fondée sur la domination du calcul comme moyen de connaissance et qui occulte tout ce qui est passion, vie, existence humaine. Et cette barbarie, elle est, en quelque sorte, elle est infiltrée partout et nous devons réagir et lutter contre cette barbarie, en luttant aussi contre la domination du quantitatif, du calcul, qui perd de vue tous les problèmes de la qualité de la vie, de l'être humain, etc. Donc, aujourd'hui, la résistance à la barbarie est quelque chose de multidimensionnel, ce n'est plus quelque chose simple. Nous sommes conscients que nous ne pourrons jamais éliminer, éradiquer toute barbarie de la civilisation. Nous devons seulement essayer sans cesse de la réduire. C'est le travail difficile. Freud, à sa façon, disait que plus la civilisation progresse, plus elle refoule, elle rend encore plus intense la barbarie humaine qui, après, cherche l'occasion d'exploser. Ce qui s'est passé avec l'hitlérisme, c'est-à-dire que la civilisation, en progressant, une vie policée, une vie ordonnée, ne fait pas l'élimination de la barbarie. Elle fait un reculement, et la barbarie est toujours prête à surgir. Et c'est l'alliance des deux barbaries qui, effectivement, est la chose la plus pénible et la plus dangereuse, la barbarie inhumaine de la technique et du calcul, et la barbarie présentienne de la haine, du mépris et du massacre. Alors, je crois que, donc, c'est ça notre situation actuelle par rapport à la barbarie. Oui, il y a tous les aspects aussi de mutilation intellectuelle, sensorielle. Tu évoquais le présentateur de télé qui ne te laisse pas développer une phrase au-delà de, mettons, quelques secondes, parce que ça va lasser le consommateur et donc il va zapper, il va perdre l'audience. Il y a de la barbarie dans les formats actuels de radio ou de télévision. C'est-à-dire qu'il y a un déni de l'espace minimum qu'on peut donner à la culture, ou à l'explication, ou à l'éducation. Bon, dans un autre ordre d'idée, dans l'université, dans les formats imposés par la thèse, ou par les programmes, ou par les filières d'enseignement, il y a une mutilation évidente, on va en parler tout à l'heure, et donc une barbarie potentielle, évidemment, à l'œuvre, au cœur, tapis au cœur même d'un appareil de savoir. Et même c'est généralisé parce que c'est pas seulement les médias. Moi, je vois, en ce qui concerne le livre, les maisons d'édition elles-mêmes, elles laissent de moins en moins à l'auteur le soin de faire ses corrections d'auteur.
Alors qu'une fois que les choses sont imprimées sur épreuve, tout auteur a besoin de parachever son travail. Si Proust n'avait pas pu corriger les épreuves du temps perdu, son œuvre aurait été considérablement mutile. Et puis, les services de presse essayent de lancer des ouvrages présumés devoir être des best-sellers et sacrifient les autres. Les livres arrivent chez les libraires dans des paquets. Si au bout de 15 jours, 3 semaines, il n'y a pas la moindre critique, les libraires n'ouvrent même pas les paquets et les renvoient à l'éditeur, combien de livres sont mornés? Et un système qui fonctionne de plus en plus sur la compétition, sur le profit, etc., lui-même comporte sa barbarie. Ça, c'est vrai, il y a un type de barbarie qui s'accroît. Bien entendu, il y a des formes de résistance à cette barbarie dans les petites maisons d'édition, dans des émissions périphériques, mais je veux dire qu'elle s'accroît. On va y revenir avec la fin de notre entretien. Parlons de l'ouverture planétaire. Je l'évoquais à propos de la géographie qui double toujours les paramètres proprement historiques. Alors, touchant cette ouverture, Edgar, tu as des phrases très fortes. Tu consacres d'ailleurs plusieurs livres à cette question. Tu as cette phrase touchant le nouvel âge de fer planétaire. Le nouvel âge de fer planétaire. Alors, j'aimerais bien que tu nous dises quels sont pour toi les dangers parfois oppressants, en tout cas très présents, et en même temps incertains, qui nous enserrent, enfin qui nous enferment, qu'il faudra affronter sans doute rapidement. Et puis, il y a toujours au titre de l'ouverture planétaire, néanmoins, ton propre vécu de ces échanges que tu peux conduire avec une certaine euphorie. Quand tu vas en Amérique latine, au Mexique, il y a une ville dans laquelle une université porte ton nom, et tu viens de nous raconter qu'il y avait même ta statue de pierre plus haute que toi dans cette université. Donc, après tout, tu dois être très content de voir que en Amérique latine, ça marche bien, enfin que ce sont des territoires alternatifs où tu peux t'étendre. Bref, il y a, touchant l'ouverture planétaire, donc des démons, des dangers, beaucoup d'incertitudes, bien sûr des chances, quelques promesses. Alors, comment doses-tu tout cela dans ton propre cadrage actuel de ce qu'on appelle, avec des mots bien sûr un peu creux, un peu hâtifs, la globalisation, la planétarisation des échanges? On peut dire que j'ai toujours pensé que la mondialisation était un phénomène pluriel et qui comporte en lui-même ses contradictions. La mondialisation se développe dès le XVIe siècle par la domination, d'une façon extrêmement cruelle, mais déjà surgissent ces antagonistes. J'ai parlé de Montaigne, de Barthélemy Lacan, mais même dans ces pays-là, il va y avoir une décolonisation. Bon. Et ce que je veux dire, c'est que la mondialisation, dès le début aussi, il y a le blé, le cheval qui vont dans les Amériques, il y a le maïs, la tomate, la pomme de terre qui vont... Enfin, des échanges commencent dans des conditions d'extrême inégalité, mais il se crée un tissu mondial. Et c'est toujours, moi, les deux aspects que j'ai voulu voir du phénomène. C'est pour ça que je parle de mondialisation plurielle qui a plusieurs aspects. Karl Marx lui-même, vous voyez, dans la mondialisation créée provoquée, produite par le capitalisme, la possibilité qu'enfin, on ait une littérature mondiale. Et la littérature mondiale, c'est la littérature des différents pays traduite dans les autres. Aujourd'hui, nous pouvons accéder aux romans russes, aux romans japonais, aux romans serbes. Enfin, c'est-à-dire que nous sommes, et même du point de vue musique, du point de vue art, cuisine. Alors, donc, tout ça, et même je dirais que cette mondialisation, cette connaissance des uns des autres, il y a des processus de métissage qui sont extrêmement riches. Les métissages, ce n'est pas seulement de l'homogénéisation, c'est la création du nouveau, comme on voit que la civilisation brésilienne, à partir de son métissage, a créé quelque chose de nouveau, une vie nouvelle, une culture nouvelle. Alors donc, c'est tout. On peut dire, enfin Marx disait, l'histoire a progressé par le mauvais côté. On peut dire que la mondialisation a progressé principalement par son mauvais côté. Mais on peut dire aussi qu'à partir du moment où le marché devient mondial avec l'effondrement des économies soviétiques et autres, c'est-à-dire le capitalisme devient mondial, à partir de ce moment-là, où effectivement il y a une économie mondiale sans régulation, dont on ne sait pas ce qu'elle va produire, mais qui produit des dommages, peut-être plus que des avantages, on ne sait pas encore, mais
En même temps que ce processus, on voit que l'implosion de l'Union soviétique a coïncidé avec une poussée de démocratisation en Amérique latine où toutes les dictatures se sont effondrées et où la plupart des mouvements de guérilla se sont ralliés à la démocratie. Il y a eu en Afrique la même chose avec des phénomènes bien sûr régressifs. Et je dirais même qu'au nœud même de la question, la mondialisation économique, jointe à la mondialisation technique qui nous donne Internet, le fax, le mobile, enfin, de la communication. Jamais dans le passé, aucun pays n'avait un système de communication aussi riche, aussi immédiat. Tout ceci crée un territoire pour créer, pour d'où sortent les bases d'une société d'un type nouveau qui serait une société monde. Mais le paradoxe, c'est que cette technique et cette économie qui ont créé les infrastructures d'une société monde rendent impossible cette société de s'édifier. Parce que pour qu'une société s'édifie, il faut qu'il y ait une autorité légitimée. Les Nations Unies ne sont pas cette autorité. Il faut qu'elle ait un droit. Nous n'avons pas un droit. Il faut qu'il y ait une conscience commune d'identité, ce que moi j'appelais la conscience de terre-patrie, et pour laquelle j'ai vraiment essayé de faire des efforts. On n'y est pas encore. Donc, le problème pour moi, c'est qu'on peut arriver à une société monde qui ne va pas de l'immédiat résoudre tous les problèmes, mais peut-être qui va empêcher, que les cataclysmes qui sont en cours avec ce développement techno-économique, le fait que ce déferlement de barbarie, puisse effectivement s'effectuer. L'âge de fer planétaire, qu'entends-tu exactement par l'âge de fer planétaire? Parce que je pense que la planète a commencé son processus d'interconnexion entre les peuples, les nations et les cultures. Nous sommes arrivés, en effet, à l'ère planétaire. Mais cette ère de fer est un âge de fer parce qu'il s'est accompli par la force, par la domination, et aujourd'hui, il s'accomplit par des moyens d'une barbarie ou d'une brutalité terrible. Donc, nous sommes encore dans l'âge de fer. Et j'ai écrit aussi que l'âge de fer planétaire, c'est aussi en même temps la préhistoire de l'esprit humain. Nous sommes dans la préhistoire de l'esprit humain. L'esprit humain n'a pas encore développé toutes ses potentialités. C'est Einstein qui disait d'une façon peut-être un peu trop quantitative que simplement 10% de l'esprit était utilisé, peu importe le chiffre. Nous avons d'énormes possibilités cérébrales qui sont inexploitées et je crois que tout ceci est lié. Et c'est pourquoi je suis persuadé que si l'on veut avancer, c'est-à-dire pour sortir de cet âge de fer, il faut faire une réforme de l'esprit, une réforme de la connaissance, une réforme de la pensée, et que ceci, évidemment, implique une réforme de l'éducation. Nous y venons. Alors, encore une question, cher Edgar, ou deux, mais bon, puis après nous ouvrons au public. Alors, le verbe transmettre, aujourd'hui, est un de ces mots récurrents. On ne compte plus les livres, les colloques, les débats, les émissions culturelles consacrées à cette opération obscure de la transmission. Et toi, je sais que tu insisteras toujours sur le fait que cette relation de transmission est une relation d'incertitude. Alors, j'aimerais bien que tu dises brièvement peut-être, mais pointer justement ce qu'il y a de hasardeux et aussi de chanceux, mais en tout cas d'aléatoire dans toute transmission. Par définition, n'est-ce pas, on ne peut pas s'assurer qu'un message atterrissant dans la tête d'un autre va garder le sens que je lui donne. Chacun va faire le sens dans sa propre sphère domestique, culturelle, psychique, etc. Et donc, la transmission est une distorsion, la traduction est une trahison. Et néanmoins, il faut s'efforcer de transmettre le mieux possible. Et alors, toi-même, tu as des stratégies de transmission dont tu éprouves, dont tu vérifies les limites, les chances, les aléas. Est-ce que tu pourrais brièvement apporter ta contribution à cette immense réflexion en cours sur le verbe transmettre?
Oui, mais tout d'abord, il faut transmettre l'incertitude. Il faut enseigner à affronter l'incertitude, y compris évidemment l'incertitude qui vient de la dégradation du message quand il passe d'un esprit à un autre. Mais je pense qu'il faut fondamentalement, parce que tout notre enseignement enseigne des certitudes. Or, non seulement il y a une incertitude fondamentale du destin de chacun, à partir du moment où il naît, il ne sait pas quelle maladie il va avoir, s'il va pas être victime d'un accident, il ne sait pas s'il va faire une rencontre amoureuse, elle va être heureuse ou malheureuse. Enfin, peut-être la seule certitude, c'est de savoir qu'on va mourir, mais nul ne sait le moment de sa mort. Donc, chaque destin individuel est un... Mais aujourd'hui, nous savons que l'incertitude plane sur l'histoire même de l'humanité. Nous savons... Alors qu'on en a fini avec le mythe du progrès linéaire, n'est-ce pas, qui nous amenait vers un futur meilleur, nous savons aujourd'hui que l'aventure est inconnue et nul ne peut dire ce que sera demain, tout ce qui se passera dans un mois ou dans 2 ans. Il faut enseigner l'incertitude historique et même rétrospectivement l'enseigner. Pensez à quel point était peu probable l'implosion de l'Union soviétique, à quel point était peu probable, en 1941, l'effondrement de l'Allemagne hitlérienne, etc., etc. Et puis, il faut enseigner comment les sciences savent traiter l'incertitude. L'incertitude a jailli avec le deuxième principe de la thermodynamique au XIXe siècle. Elle a jailli dans la microphysique avec les relations appelées d'incertitude d'Heisenberg. Elle est dans le cosmos où nous ne savons pas où il va. Certains aujourd'hui pensent que l'énergie noire qui a été détectée le conduit vers sa dispersion et vers sa mort. Tout ça n'est pas certain. Donc, nous sommes dans un univers d'incertitude et une des missions de l'éducation, c'est d'enseigner à naviguer dans l'océan d'incertitude en sachant faire les escales dans les îles et les archipels de certitude. Et ça, c'est un point fondamental, je crois, pour la réforme de pensée et la réforme de l'éducation. Si je peux continuer si, mais tout à fait, tu peux continuer assurément. Mais justement, ce sera le dernier point, puis ensuite, nous passerons le micro à nos auditeurs. Bon, tu parles donc beaucoup de réformer l'institution, de réformer les esprits. Alors, on ne réformera pas les esprits sans doute réformer l'institution. Et donc, ça pose un problème, moi, que je dirais médiologique, au sens qu'est le nôtre avec Régis Debray. C'est-à-dire, c'est très bien de développer, en effet, beaucoup de très belles idées sur ce que devrait être le savoir, la culture, un parcours de connaissances, une liaison entre les connaissances. Mais qui va s'emparer concrètement de cela? Par quel relais ça va-t-il passer? Comment ça va-t-il atterrir dans les enseignements, les programmes, les laboratoires? C'est-à-dire, quels sont les médiateurs, quels sont les corps constitués qui vont assurer la transmission? J'avais envie parlant d'incarnation tout à l'heure et d'un savoir incarné, j'avais envie de t'ajouter maintenant à ce que tu viens de dire. Pour bien transmettre, sans doute, il faut un corps. C'est-à-dire au sens où peut-être que ce qui vient par l'ordinateur, par les nouvelles technologies, est un peu désincarné et froid, et que les enfants projettent d'ailleurs eux-mêmes beaucoup de corps dans l'écran, et bon, il y a une subtile alchimie de l'incarnation qui se joue à travers les nouvelles technologies, mais en tout cas, il faut du corps pour transmettre. Et il faut aussi un corps enseignant. C'est-à-dire qu'il faut aussi des bâtiments, il faut une tradition, il faut des profs avec leur diplôme, avec leur syndicat, avec leur culture, avec leur spécialité. Alors, énorme problème de rendre le mammouth, pour parler bref, compatible avec la méthode, enfin telle que tu la rêves au fond dans tes livres. Ces magnifiques anneaux de la méthode qu'on voit se déployer et tourbillonner de façon presque chatoyante dans nos têtes. Mais comment tout cela va-t-il descendre dans le corps enseignant et dans le corps de l'étudiant? Eh bien, écoute, le problème n'est pas seulement médiologique, il est logique. Parce que, logiquement, comment réformer une institution si les esprits ne sont pas réformés à préalable? Et comment réformer les esprits s'il n'y a pas une institution qui s'occupe de les réformer? Donc, c'est impossible. De même qu'il est impossible, logiquement, de nager. Mais finalement, on a réussi à nager en barbotant. Mais ce n'est pas ça ma réponse. Regardons dans l'histoire. Il y a eu l'université médiévale, qui a duré des siècles, qui s'est répandue dans toute l'Europe. Or,
la transformation, la réforme, elle est venue dans un petit pays périphérique qui était la Prusse, dans sa capitale Berlin, grâce à un type qui a pensé cette réforme, c'était Humboldt, qui a voulu substituer à l'université médiévale l'université par département, grâce à un despote éclairé qui était le roi de Prusse. Or, cette université de type nouveau s'est répandue d'abord en Europe très rapidement. Il y a eu l'université libre de Bruxelles, et puis dans tous les autres pays européens. Et en France, bon, la cassure s'était faite avec la Révolution qui avait créé les grandes écoles qui restent, mais la France a suivi l'exemple de l'université de Humboldt. Autrement dit, toute réforme commence toujours de façon déviante et marginale quelque part, mais si elle s'enracine, si elle montre sa pertinence et si elle montre sa fécondité, l'exemple peut se répandre. Alors, où est-ce que ça peut se faire en France? Nulle part. Je me hâte de rassurer ceux qui étaient inquiets. Au Mexique? Non, parce que les esprits ne sont pas prêts, les institutions ne sont pas prêtes. Mais fort heureusement, il y a d'autres régions où il y a plus de bouillonnement intellectuel dans le monde enseignant, où ils sont plus ouverts sur les problèmes de la vie et de la population, et où les réformes sont en cours. Alors, je vais vous dire là aussi, quel type de réforme? C'est évidemment cette université fondée sur la séparation entre départements et entre disciplines qu'il faut réformer. Et il faut réformer non pas en supprimant les disciplines, mais en les interfécondant, en les faisant converger autour de problèmes fondamentaux. Parce que la tragédie, c'est que le découpage disciplinaire de la réalité supprime tout ce qui, dans la réalité, relie les éléments. Le tissu commun, complexus, ça veut dire le tissu commun. Le tissu commun est invisible et on a affaire finalement qu'à des spécialistes aveugles ou borgnes. Alors, donc, dans ces conditions, il faut rétablir un savoir capable d'affronter la complexité du monde et du réel. Et c'est pour ça que moi j'avais proposé, et peut-être qu'en 2 pays les choses commencent à se réaliser, un institut de culture fondamentale, c'est-à-dire qui enseigne à tous, étudiants, pas étudiants, enseignants, syndicalistes, jeunes, vieux, qui indique, à mon avis, ce qui n'est pas enseigné ailleurs et qui pourtant il est vital de savoir. C'est quoi? On enseigne partout des connaissances, on n'enseigne nulle part ce qu'est la connaissance, c'est-à-dire ses risques d'erreur et d'illusion et les sources possibles d'erreurs et d'illusions. Enseigner ce qu'est la connaissance, qui aujourd'hui est réservée à une classe d'épistémologues, qui devrait enseigner dès les premières classes, et 2, que c'est qu'une connaissance pertinente, c'est une connaissance capable d'analyser et de faire la synthèse, de séparer et de relier, alors qu'aujourd'hui on a privilégié tout ce qui sépare. 2, qu'est-ce que c'est que la rationalité? On fait comme c'est une chose évidente, alors que quand on examine la rationalité, non seulement c'est une chose multiple, c'est-à-dire il y a la rationalité constructive de théories, comme des théories scientifiques, il y a une rationalité critique, comme celle qui s'est déployée à l'époque des Lumières, et puis il y a la rationalité autocritique, capable de voir ses limites, ses carences, celles qu'ont utilisées aussi bien à Montaigne qu'à Montesquieu dans l'Esprit du Lent, à Lévi-Strauss dans ses travaux sur les sociétés archaïques. Bref, la capacité d'autocritique dont l'Europe et l'Occident ont tellement besoin. Alors, enseigner la rationalité et les maladies dégénératives de la rationalité, qui sont la rationalisation. Bon. 3. Qu'est-ce que c'est que la science ou la scientificité? La plupart des gens qui entrent au CNRS, n'est-ce pas, ne savent rien de la science, des l'histoire de la science. Ils savent des choses sur discipline. Mais alors qu'il existe au moins une littérature, depuis Bachelard, depuis Popper, Lakatos, Feyerabend, Holton et tant d'autres, qui essayent de réfléchir. Alors, qu'est-ce que c'est que la science, la scientificité et la non-scientificité? Enfin, qu'est-ce que c'est que la complexité, qui, à mon avis, est un problème fondamental? Une fois que vous avez ces 4 éléments fondamentaux, mais après, il n'y a que des choses qui nécessitent la collaboration des savoirs actuellement dispersés. 1. Qu'est-ce que la condition ou l'identité humaine? Alors là, pour l'identité et la condition humaine, je le disais au début,
Il faut puiser dans la biologie, il faut puiser dans la physique, il faut puiser dans la cosmologie, il faut puiser dans la littérature, il faut puiser dans la... Autrement dit, il faut enseigner aux humains ce que c'est qu'être humain. Connaissance qui manque fondamentalement. 2. Qu'est-ce que c'est que l'ère planétaire? Nous vivons dans cette époque planétaire. Tout est mondialisé et on n'enseigne jamais cela comme enseignement fondamental. 3. Enseigner à affronter l'incertitude, je viens d'en parler. 4. Enseigner la compréhension humaine. Comment peut-on espérer le moindre progrès s'il n'y a pas un minimum de compréhension, pas seulement entre gens de religion ou de cultures différentes, mais à l'intérieur d'une même famille, entre frères et sœurs, entre parents, entre collègues de bureau, entre enseignants d'une même université. Bref, la compréhension, c'est ce qui manque le plus. Et là aussi, il faut étudier ce qu'est l'incompréhension et ce que devrait être la compréhension. Bon. Voilà un certain nombre d'enseignements, et plus, je dirais, l'enseignement du temps. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la dimension de l'histoire humaine, qui est très très importante et intéressante, mais qu'il y a aussi cette histoire qui fait suite à une histoire, qui est l'histoire de l'évolution biologique, elle-même qui naît dans une évolution cosmique. Nous introduire dans le monde, dans le temps, dans l'espace. Alors, donc, et puis ensuite, je parlerai de l'éthique, non pas des vagues leçons de morale, mais qui indiquent un peu que signifie la relation éthique, la reliance éthique avec autrui. Donc, si vous voulez, si j'introduis ces enseignements de culture, j'introduis par là un mode de connaissance qui sait réunir et intégrer tous les savoirs dispersés qui actuellement ne servent à rien ou sinon se combattent les uns les autres. Une façon opérationnelle d'opérer la réforme. Mais j'ajoute, ça c'est l'immédiat, mais cette réforme de penser, la compréhension, la connaissance, l'ère planétaire, ça doit être enseigné dès les petites classes, dès l'école primaire. Ce n'est pas des choses qu'il faut réserver aux adultes. Dès les classes primaires, et chaque fois ça doit s'approfondir et se complexifier. Et ça permet de changer la façon de penser, de voir, d'intégrer l'information, la connaissance et la sagesse, c'est-à-dire l'art de vivre. Mais cher Edgar, cet immense programme enthousiasmant que tu viens de brosser à grands traits, c'est quand même celui de la classe de philo. Moi, je suis philosophe par mon agrégation et j'ai enseigné 3 ans la philo en secondaire. Bon, il me semble qu'un bon prof de philo, il fait ça quand même. Et qu'on a de la chance en France, puisque, après tout, la philo est enseignée, non pas dès les petites classes, comme l'avait demandé Derrida, mais elle est enseignée quand même en terminale, ce qui n'est pas le cas de nos voisins européens, pas toujours. Et donc, on a quand même en France une colonne vertébrale de philo qui peut monter de la terminale jusqu'au 1er, 2e et 3e cycle des universités. Après tout, tes interlocuteurs, avec ce que tu viens de dire, sont les profs de philo. Quel est ton dialogue avec eux et qu'est-ce qui fait que, au fond, tu ne te reconnais pas mieux dans leur programme ou façon d'enseigner? Écoute, je remarque qu'il y a eu ce divorce dont j'ai parlé entre la philosophie et les sciences, et que beaucoup de philosophes sont enfermés dans le vase clos de la philosophie. Il y a une philosophie enfermée en elle-même qui continue à être féconde. Après Searle, Heidegger, Derrida. Mais je veux dire simplement qu'en gros, la philosophie en France et l'enseignement des philosophes est absolument clos et n'est pas ouvert sur l'univers. Parfois, certains philosophes s'intéressent à des peintres, à des écrivains, mais il n'est pas absolument ouvert sur le savoir scientifique. Et la condition humaine, si on parle de l'être humain, on en parle toujours en termes abstraits. Il faut parler de l'être humain dans ses enracinements biologiques et physiques et dans ses développements spirituels. Tout ça devrait être en principe la classe de philo. Et si ceci était intégré, eh bien à ce moment-là, ce serait dès les petites classes qu'il faudrait apprendre l'art de vivre, c'est-à-dire la philosophie. Les professeurs de philo, à mon avis, sauf quelques-uns, vivent enfermés dans le ghetto philosophique. Présent dans cette salle, évidemment. Oui. Et c'est pour ça que je ne sais pas, je ne me dis ni philosophe, ni sociologue, ni n'importe quoi, etc. Mais tes livres dans les rayons de philo, dans les rayons de librairie, sont classés plutôt en philo. La méthode, elle est classée en philo ou elle est classée comment? Écoute, par les libraires? Mais non, les libraires. Bon.
Par exemple, au Brésil, à Porto Alegre, on m'a écrit qu'on disait qu'on ne pouvait trouver mes livres que dans le rayon de sciences occultes, parce qu'ils ne savaient pas où c'est. À côté des pyramides, des francs-maçons. Mais la plupart du temps, on met en sociologie, parce que j'ai l'étiquette de sociologue. Mais là aussi, je trouve que c'est complètement crétin, parce que c'est vrai que au CNRS, j'étais dans la section de sociologie, mais c'est vrai que mes travaux ont débordé la sociologie, et même la sociologie est toujours une dimension de mon travail, mais la dimension historique a toujours été importante, la réflexion philosophique a toujours été importante, la dimension psychologique a été importante. Donc, il n'y a pas de nom, parce que si je dis anthropologue, ben c'est un nom qui aujourd'hui n'a qu'un sens très limité, n'est-ce pas, les études des sociétés archaïques. Alors, donc, mes livres, on les trouve en sociologie, alors que la méthode n'est pas un ouvrage de sociologie. Mais ça arrive aussi à des esprits multidimensionnels. Moi, je suis très chagriné de voir qu'à la FNAC, Octavio Paz, il y a 3 petits livres de poésie dans le secteur poésie, d'autres livres dans le secteur voyage. En fait, Octavio Paz, qui est un penseur considérable et qui donne une unité à son œuvre, qui est faite à la fois de réflexion, de poésie, sur la condition humaine, sur le métissage. Enfin, il est coupé en morceaux. Ben, moi aussi, on me coupe en morceaux, évidemment. Évidemment. Et c'est pour ça que je réagis contre le découpage en morceaux. Bon, j'espère que ce soir, on ne t'aura pas trop tranché en petites rondelles. Nous allons ouvrir au public. Il y a un micro. Alors, il y a un micro derrière. Je ne sais pas si c'est celui qui va circuler ou s'il y a un autre micro dans la salle. En tout cas, d'ici, on vous voit assez mal, mais si vous levez la main, peut-être... Oui. Est-ce que la cohabitation de la civilisation avec la barbarie qui se passe à l'échelle collective n'a pas son siège en chacun de nous? Et dans ce cas, faut-il être pessimiste ou optimiste vis-à-vis de ce destin, en quelque sorte, de barbarie inscrit dans chacun? Écoutez, chaque être porte en lui toutes les potentialités, les plus atroces, les plus criminelles, et les plus belles et les plus nobles. D'ailleurs, on a pu voir des criminels se transformer en saints. Et même le processus inverse. Enfin, je n'ai dans ma tête que 2 exemples romanesques. C'est celle du moine de Lewis, n'est-ce pas, ce grand prédicateur de Séville, cet homme si pur, qui accepte l'aide que lui apporte un jeune et beau disciple, et à un moment donné, le jeune et beau disciple se dénude, c'est Satan déguisé en très belle femme, le prédicateur devient absolument un objet, un suppôt de Satan. Et puis dans les frères Karamazov de Dostoïevski, Dostoïevski voulait écrire un autre volume où Alyosha, qui joue le rôle du saint, du type merveilleux, du type très bon, il va sombrer lui aussi dans le vice et dans la débauche. Donc, ceci pour vous dire que nous avons en nous toutes les potentialités, les pires et les meilleures. En nous se livre sans arrêt un combat terrible. Et donc, il est certain qu'il faut toutes les ressources aussi des autres, de la communauté, de la culture, de la civilisation. Parce que c'est vrai qu'il y a des époques historiques, des époques de crise, où à la fois les meilleures possibilités peuvent se révéler et aussi les pires et les plus barbares. C'est quand même très important, c'est vrai, de penser que l'Allemagne était le pays le plus cultivé d'Europe et que c'est le pays où la barbarie a jailli au XXe siècle et qu'il est redevenu un pays extrêmement cultivé. Alors, la conscience de la potentialité de la barbarie, aussi bien dans l'histoire humaine, y compris dans notre histoire européenne, et la conscience de cette potentialité en chaque individu, il faut la marquer. Bien entendu, quand des individus se trouvent en situation, comme certains, dans des groupes spéciaux pendant la guerre d'Algérie, et leur possibilité, leur potentialité sadique ont pu s'actualiser en pratiquant la torture. Hannah Arendt avait raison de dire que Eichmann était un type d'une très grande médiocrité et qu'il est devenu un grand agent bourreau, n'est-ce pas, d'une bureaucratie, parce qu'il était dans cette machine
insensé de meurtre. Donc c'est vrai, mais ceci nous incite justement à la vigilance personnelle et pas seulement sociologique. Certaines formes d'organisation engendrent en effet des mutations très négatives. Dans le film qu'on a vu hier, la partie du film vue hier, je crois que c'est Claude Roy qui répète ce bon mot qu'avec le stalinisme, on a vu surgir un con d'un type nouveau. Et... Une très belle parole de Robert Antel. Des questions, s'il vous plaît? La première question, c'est concernant le potentiel des 90% en friche dans nos neurones. Alors, monsieur s'inquiète de ce qui pourrait surgir de ces neurones inemployés. Comment comment exploiter ce potentiel, ce gisement en friche dans notre substance cérébrale? Enfin, d'après ce chiffre que tu as apporté, hein, c'est un chiffre peut-être contestable. Comment mesure-t-on un pareil pourcentage d'ailleurs? Bon. Et puis alors, touchant la compréhension mutuelle des autres, monsieur, quelle est exactement la question? Comment mieux... Pardon? On vous entend, à vrai dire, très mal de salle à plateau. Quelle était la deuxième partie? Comment? Oui. Comment enseigner la compréhension? Oui, comment sur la façon de le faire, oui, y compris dans les petites classes, parce qu'effectivement, moi je pense que c'est important de le faire le plus tôt possible. Bon, alors, tout d'abord, c'était un chiffre, une image, ça ne veut rien dire 92%. Ce que ça veut dire, c'est que nous avons des potentialités intellectuelles, spirituelles et morales sous-développées. Et donc, et pourquoi on peut dire ça? Parce que ce qu'il y a de prodigieux, c'est que quand apparaît l'espèce Homo sapiens, il y a peut-être 50 ou 100 ou 100 000 ans, elle a déjà exactement notre cerveau. Et les Magdaléniens ont le même cerveau que celui qui a été celui de Mozart, de Beethoven, d'Hitler ou de Kennedy. Bon, c'est-à-dire que, bien entendu, à cette époque, avant qu'apparaissent les grandes sociétés historiques, il y avait beaucoup de potentialités de l'esprit humain qui n'étaient pas apparues. Bon, et je me base là-dessus pour penser qu'effectivement, nous pouvons et devons développer ces potentialités, mais c'est ça la tâche difficile, et à mon avis, ça ne peut venir que d'une conjonction de plusieurs processus. Un processus incontestablement social, sociologique, c'est-à-dire une réforme de la société et des relations sociales, un processus éducatif qui consisterait en effet à cette réforme de la pensée et de la connaissance, qui non seulement, entre parenthèses, enseignerait la compréhension dont je vais reparler, une réforme de vie aussi, qui nous apprendrait à rechercher, à vivre de façon plus qualitative et ne pas nous disperser ou nous perdre dans nos vies. Et ceci serait lié à une réforme éthique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une réforme éthique toute seule, isolée. Il faut qu'il y ait une convergence de plusieurs réformes, qui pour le moment est hautement improbable, mais qui n'est pas du tout impossible. Bon. Maintenant, comment enseigner la compréhension dans les petites classes? Eh bien, vous savez, par exemple, dans la cour de récréation, il y a deux élèves qui se disputent, ils s'insultent et ils arrivent au coup. Alors, il s'agit de leur montrer. Alors, et chacun dit, c'est lui qui a commencé, monsieur. C'est lui, c'est lui. Il s'agit de montrer qu'une dispute, souvent, se situe dans une sorte de cercle vicieux, de boucle, où en général, nous retenons l'insulte de l'autre et nous oublions que nous-mêmes lui donnons une insulte. Comme ce genre de malentendu est très fréquent dans les cours de récréation des écoles, rien n'est plus facile que de partir du concret pour amener les enfants à se comprendre les uns les autres. Et c'est-à-dire lutter contre le processus qui rejette toujours la culpabilité sur autrui, le mauvais sur autrui, et qui s'auto-innocence, et qui correspond à ce qu'en anglais on appelle la self-deception, c'est-à-dire le mensonge à l'égard de soi-même. Alors tout ceci peut être sans arrêt illustré
par la vie quotidienne, ne serait-ce qu'en demandant aux enfants qu'ils leur parlent des scènes de ménage entre leurs parents ou de leurs disputes avec leurs frères et sœurs. Donc, c'est l'exemple concret de la vie familiale et de la vie scolaire permet beaucoup d'expliquer la compréhension à ce niveau interpersonnel, et à partir de ça, on peut remonter toujours plus haut. Oui, micro. Bonsoir. Comment expliquez-vous, sous certaines influences, l'essor du créationnisme aux États-Unis, y compris dans les écoles publiques de certains États, y compris de la part de certains scientifiques et enseignants? Et deuxième point, comment articulez-vous le créationnisme avec votre propre mode de raisonnement et de pensée? Merci. Alors, ce qu'on appelle créationnisme, c'est évidemment l'explication du monde à partir de la création d'un Dieu, architecte ou artisan. Bon, une telle conception, évidemment, à mon avis, est incompatible avec l'ensemble des connaissances que l'on peut avoir. Mais ce qui est une réalité, et que les esprits scientifiques ont eu beaucoup de mal à admettre parce qu'ils détestent l'idée de création, parce que ça renvoie au Dieu créateur, mais ce qui est une réalité, ce sont les capacités créatrices qui se sont manifestées au cours de l'évolution biologique. D'ailleurs, Bergson avait écrit un livre très juste dans son fond qui s'appelle L'évolution créatrice, qu'il aurait pu appeler aussi la création évolutive, puisque au cours de l'évolution se sont créés des organes comme les yeux, comme les ailes, comme le système digestif, etc., etc. C'est-à-dire que c'est fabuleux tout ce qu'il s'est créé dans l'histoire de la vie, dans le raffinement des organismes vivants. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un philosophe non moins laïque que moi, qui était Cornelius Castoriadis, a accordé à la notion de créativité et de création un rôle important. Alors, on ne peut être de façon conséquente contre le créationnisme qu'en reconnaissant que dans l'histoire de la vie, et bien sûr dans l'histoire des arts, de l'humanité et des sociétés, il y a des phénomènes de création. Or, les créations ne sont jamais ex nihilo, ce sont toujours des transformations qui produisent quelque chose de nouveau. Et ce qui peut nous illustrer la chose, ce sont les métamorphoses. Les métamorphoses sont assez fréquentes dans le monde des insectes, ou même dans le monde des batraciens. Alors, regardez, c'est quand même intéressant. Vous avez un ver, enfin une chenille. Vous avez une chenille qui va entrer dans un cocon. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cocon? Dans ce cocon, elle va commencer par s'auto-détruire tout en s'auto-construisant autre. Elle va détruire son propre système digestif même, parce qu'elle va manger autre chose une fois qu'elle sera papillon. Et ce processus d'autodestruction et d'autocréation opère effectivement la transformation de la chenille en papillon. Donc, nous voyons comment un être sans ailes à faire peut se transformer en être doté d'ailes merveilleuses. Et c'est ça que l'on trouve dans la nature. Nous avons des processus de création. Maintenant, l'univers, certes, aujourd'hui, il y a des scientifiques qui sont aussi des croyants, il y a ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire l'économie d'une intelligence première qui aurait en quelque sorte de donner l'impulsion au monde. Mais le problème n'est que reculer. Mais d'où vient cette intelligence première, hein? Bon, le problème de Dieu, alors les théologiens avaient une réponse, il est causa sui, il est cause de lui-même. Mais cet argument, nous pouvons l'appliquer au monde lui-même. Et dans le fond, c'est la réponse de Spinoza. Hein? La source créatrice, elle est dans la nature. Le monde s'est autoproduit, auto-créé, dans un gaspillage, dans un désordre, dans des conflits, dans des explosions. Or, voilà, à mon avis, la réponse au créationnisme, parce que le créationnisme ne peut que se fonder que sur un texte de religion révélée
qui ne peut avoir aucune base dans notre sentiment rationnel. J'avais une question à poser à Edgar, Jean-Pierre Sayer. Voilà, à propos de cette réforme de l'éducation à laquelle tu aspires, dans le monde interdépendant qui est le nôtre, dans le monde mondialisé, comment concevoir cette réforme de l'éducation? En gros, est-ce qu'on peut penser une réforme de l'éducation dans un seul pays? Et au-delà de la question, est-ce que l'Europe pourrait être un terrain propice pour concevoir une réforme globale de l'éducation? Moi, je dirais qu'il faut que la réforme commence quelque part, dans un ou deux endroits, et qui, je crois, ne seront probablement pas européens. Et puis, je crois que si elle est pertinente, elle va s'exemplifier. Ce qu'on peut faire en Europe, actuellement, il y a un projet en cours, c'est que l'Institut de culture fondamentale dont j'ai parlé, avec les types d'enseignement dont j'ai parlé, cet institut va se constituer en Espagne, dans la petite ville de Carmona, près de Séville. C'est-à-dire, si de telles initiatives naissent de façon dispersée à quelques-unes, parce que tout commence toujours par une déviance. Tout a commencé ainsi. Que ce soit Jésus, Mahomet, Moïse, tout commence par déviance. Y compris, je dirais, la naissance de l'université moderne, y compris la naissance du socialisme. Et si cette déviance trouve un enracinement, elle va trouver un milieu, alors elle va pouvoir se développer. Et la déviance deviendra une tendance. Et si la tendance se développe, se ramifie, se multiplie, alors elle devient une force. Elle devient une force politique, intellectuelle, sociale. Et à ce moment-là, nous sommes déjà sur le chemin de la réforme. La France ne sera pas le pays de la réforme, c'est la seule chose dont je suis sûr. Mais les autres, on ne sait pas. En 3 mots, quelles sont vos idées, Edgar Morin, sur la place de l'éducation à la spiritualité dans une réforme de la pensée? Mais, vous savez, le mot de spiritualité est un mot difficile, parce que parfois il est employé dans un sens qui confond la spiritualité avec ce qui est proprement religieux, de caractère mystico-religieux. Ça ne veut pas dire que je sois contre ce qu'on appelle la mystique. Je pense que les mystiques, les différents phénomènes mystiques, qui sont des phénomènes de communion avec l'univers ou avec le monde ou avec Dieu, où on se perd soi-même en se retrouvant, ce sont des expériences vécues importantes. Bon. Alors, une fois que j'ai exprimé ma défiance pour le mot de spiritualité, je dois dire qu'effectivement, on peut considérer que la spiritualité, c'est le développement des facultés mentales, des facultés intellectuelles, de l'importance des choses dites spirituelles, c'est-à-dire qui viennent de la culture, comme la musique, comme la poésie, comme les arts, dans la vie, leur intégration dans la vie. Alors, donc, évidemment, tout ça me semble extrêmement important. Là, j'ai oublié de vous le dire, dans mon projet d'institut, il y a tout un enseignement de civilisation, c'est-à-dire sur notre civilisation. Et un aspect de cet enseignement devrait porter sur le primat accordé à l'aspect technico et matériel de la vie, la croyance dominante, qui ne l'est plus tellement, mais qui a été longtemps dominante et naïve, que la satisfaction des besoins matériels n'est autre chose que la satisfaction des besoins humains. Certes, des besoins matériels, certains sont absolument fondamentaux, comme le besoin de boire, de manger, de vivre, d'aimer, etc. C'est sûr. Mais, aimer d'ailleurs n'étant pas un besoin matériel, pardon. Non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres besoins de l'être humain. Il y a des besoins de ces mots dévalués, mais qui ont un sens qu'on appelle l'âme. Personne n'a jamais vu l'âme, mais tout le monde sait ce que ça veut dire. L'âme, l'esprit. Et le primat donné à ce qui est matériel dans notre civilisation a atrophié le sentiment
de toutes les beautés et tous les plaisirs esthétiques et éthiques que nous pourrons tirer, disons, des biens non matériels et des biens spirituels. Et je pense que c'est à partir de la connaissance de ceci, à partir de ce type de diagnostic et à partir de la reconnaissance des aspirations qui se font de façon très dispersée, parce que pourquoi la recherche de yogis, de gourous, de bouddhisme zen, d'un autre style de vie, sinon d'échapper à ce monde des contraintes mécaniques et bureaucratiques, sinon une aspiration vers quelque chose de mieux et qui échappe à toutes ces contraintes matérielles. Donc, si vous voulez, je pense que l'éducation telle que je la conçois, de par là même, elle a un caractère spiritualisant et de par elle-même, elle développe des qualités mentales, cérébrales sous-développées et c'est aussi un caractère spiritualisant. Je vais essayer d'exprimer à mon niveau une réflexion qui est partagée par beaucoup, une intuition qui est partagée par beaucoup. Quand on observe l'univers de différents points de vue, du point de vue atomique, du point de vue biologique, du point de vue cosmique, on observe une certaine harmonie, un équilibre certain. Seule l'espèce humaine semble échapper à cette harmonie. Est-ce que dans votre immense sagesse, vous avez eu une intuition? Quelle est la cause qui empêche l'espèce humaine d'atteindre cette harmonie que pourtant elle aspire profondément? Et j'irais même, je m'aventurerais même jusqu'à dire, excusez-moi de prendre cette liberté, il semblerait qu'il y ait comme une manipulation de l'espèce humaine. Ne pensez-vous pas que si on arrivait à identifier la source ou la cause de cette influence, on ferait le premier pas vers la maîtrise de cette disharmonie? Ça serait le premier pas, la première démarche de conscience qui nous permettrait à terme d'arriver finalement à atteindre ce à quoi nous aspirons chacun, nous, hommes et femmes, nous aspirons intimement, profondément. Merci et excusez-moi pour les erreurs de langage ou d'expression dont j'ai pu être l'objet, parce que je me sens très petit face à à vous-même. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Merci à vous. Parfaitement entendu, en tout cas. Alors, écoutez, d'une certaine façon, nous voyons une harmonie la nuit dans le ciel. Les étoiles se trouvent toujours à la même place. Les planètes font leur cycle. Le soleil et la lune reviennent. Mais, vous savez, ce n'est qu'une chose très limitée dans la durée. Nous savons aujourd'hui que nous sommes dans un univers où il y a les étoiles finissent par exploser, qu'il y a des tamponnements de galaxies et que dès les débuts de l'univers, il y a eu une agitation inouïe. Et dans cette agitation sont nés les atomes et puis c'est sous la force de gravitation que sont nés les étoiles. Autrement dit, l'univers nous présente un mélange d'harmonie et de disharmonie et conforme à la parole de Héraclite qui disait « Unissez ce qui concorde et ce qui discorde ». Pour comprendre l'univers, il faut unir la discorde et la concorde. Et quand on voit aussi l'histoire de la ville, c'est une histoire très heurtée. Nous savons que non seulement au cours de cataclysmes de l'ère secondaire, 90% des espèces vivantes de l'époque ont disparu. Nous savons que
pas seulement au cours de cataclysmes, mais même dans l'histoire de la vie, il y a des disparitions d'espèces, mais en même temps que des créations et que des développements. Et puis, les écosystèmes sont des merveilles de régulation, d'organisation spontanée. Et le cycle de vie de l'écosystème, c'est-à-dire qui est en même temps un cycle de mort, c'est-à-dire que aussi bien l'insecte végétarien que le petit mammifère végétarien mange des végétaux qu'il tue, mais ces insectes et ces petits mammifères sont mangés par des prédateurs, qui sont mangés par des gros prédateurs, et quand les gros prédateurs eux-mêmes meurent, eh bien, ils font leur décomposition fait les repas succulents d'insectes décrophages, de vers innombrables, et même les sucs minéraux vont nourrir les racines des plantes. Donc, vous avez harmonie et désharmonie, vous ne pouvez pas penser. Et nous-mêmes, c'est vrai que nous aspirons à une harmonie, mais que nous n'y arrivons pas ou très mal. Alors, il y a une chose que je crois, c'est que quand on voit les civilisations archaïques qui précèdent l'histoire humaine, c'est-à-dire qui étaient répandues dans le monde jusqu'à il y a 10 000 ans, elles sont autorégulées. Ce sont des sociétés dont, dans le fond, qui continuent, qui vivent de chasse et de cueillette, qui n'ont pas des problèmes de conquête de territoire. Elles se font des petites guerres rituelles entre elles, sans plus. C'est avec l'apparition des grandes sociétés historiques que se déchaînent les guerres, les conflits, l'esclavage, les luttes de classe, enfin, tout. Et d'ailleurs, l'histoire de ces sociétés, c'est l'histoire des guerres. Gaston Boutou, le fondateur de la polémologie, a pu dire qu'il n'y a pas eu une année de paix au cours de toute l'histoire, de l'histoire elle-même. Alors, ce que je crois qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, les moyens d'anéantissement de l'espèce humaine que notre technique et que notre science ont produit nous permettent de penser que l'histoire, si elle continue, conduira à la destruction quasi de tous. Bon, pas totale, il restera quelques petits bouts d'humanité, comme dans Mad Max, n'est-ce pas, où des petits groupes pillards s'efforceront de contrôler les barils de pétrole. Peut-être qu'il y aura quelques monastères de sages qui vivront reclus. Une partie de l'humanité échappera au désastre et recommencera l'aventure, peut-être très bien, peut-être très mal. Mais enfin, je veux dire que nous allons vers des temps épouvantables. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose que disait le philosophe Raimondo Padicart, qui est mi-indien, mi-catalan. Il disait il faut reconsidérer les 6000 ans de l'histoire humaine pour se demander si c'est vraiment là le destin de l'humanité. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, avec l'ère planétaire, avec les possibilités d'une société-monde, nous devons aspirer à une époque méta-historique. Ça ne veut pas dire que tout va s'immobiliser et va s'arrêter. Ça veut dire que nous sortirons de l'histoire d'une guerre où des États nationaux, chacun se jugeant souverain absolu et ayant tous les droits, se font la guerre. On arrivera à une société métanationale, ce qui ne veut pas dire du tout détruire les nations ni détruire les États, mais leur enlever la souveraineté absolue. Et si on arrive à cette situation méta-historique où pourraient se traiter beaucoup de problèmes insolubles pour des raisons politiques et psychologiques et non pas pour des raisons matérielles, comme par exemple la fin du monde. On peut traiter la fin du monde, on peut supprimer la fin du monde. Techniquement, on le peut, mais politiquement et psychologiquement, on ne le peut pas. Donc, je pense que si on arrive à un tel type de société, on pourra arriver à une certaine harmonie. On n'éliminera pas les conflits de l'humanité, on n'éliminera pas les dissensions, mais on ira vers un stade supérieur. Ce n'est qu'une possibilité, ce n'est même pas une probabilité, mais moi, en tout cas, c'est à ça, je pense, qu'il faudrait tendre pour justement revenir au thème de la barbarie, pour essayer de dépasser cette barbarie qui tente à nous asphyxier et à nous anéantir. Alors, donc, si vous voulez, je pense qu'effectivement, il nous faut sortir de l'histoire par le haut, non pas par le bas, comme dans Mad Max, mais dans le haut, dans une véritable civilisation de la terre-patrie. Oui.
Vous avez fait une différenciation des cultures, culture littéraire, culture scientifique et culture de masse. Alors, est-ce qu'il y a une place dans votre esprit pour ce qu'un certain nombre de sociologues appellent les cultures du corps, les cultures corporelles ou les cultures sportives et pour montrer que ces cultures ont une certaine importance, au sein de la crise de la presse nationale, le seul journal qui s'en sort pas trop mal, c'est le journal L'Équipe, qui est le journal le plus lu. Alors bon, on voit aujourd'hui, au niveau des médias, la place que prennent les stars du sport dans tout ce qui est le domaine publicitaire. Et ayant la chance de voyager un peu, chaque fois que dans certains pays fort lointains, je posais question, je faisais comprendre que j'étais français à des jeunes jouant avec un ballon, c'est pas ni Charpak ni Victor Hugo qui me citaient, hein, c'est Zidane. Donc place même dans votre université utopique, là, la place des cultures corporelles. Mais étant donné la conception psychosomatique complexe qui ne dit pas seulement mens sana in corpore sano, mais qui pense que effectivement il y a des influences réciproques de l'esprit sur le corps, je pense qu'il faut donner à ce type de relation une importance capitale. Il faut penser au plaisir du corps, aux jouissances du corps, au jeu. Là aussi, dans la conception anthropologique, l'idée que non seulement il y a Homo demens à côté d'Homo sapiens, mais qu'il y a aussi à côté de l'Homo faber, l'homme qui fabrique des outils, il y a Homo mythologicus, l'homme des mythes, et puis il y a aussi à côté de l'Homo economicus, il y a l'Homo ludin, qui dépense, qui gaspille, qui joue. Il y a tous les jeux. Moi, j'adore, par exemple, le football, qui est un jeu merveilleux par les stratégies qu'il implique, collectives et individuelles. Et je pense que... mais, si vous voulez, le sport peut exister, mais aussi, il faut l'intégrer dans une culture qui parle des rapports entre le corps et l'esprit. Voilà. Bien que vous ayez affirmé avec une certaine force que vous considériez que la réforme ne pourrait pas intervenir, la réforme de l'éducation ne pourrait pas intervenir en France, je voudrais essayer de savoir un petit peu plus de choses sur les conséquences qu'il faudrait tirer, notamment au niveau de la formation des enseignants, des propositions que vous avez faites sur éduquer à la compréhension, éduquer à l'incertitude, à la compréhension de l'autre, à l'incertitude, etc. Et peut-être en guise de sourire, est-ce que vous voyez votre institut de culture fondamentale comme le nouveau creuset de la formation des futurs maîtres de cette réforme éducation qui pourrait peut-être voir le jour en France? Mais oui, j'ai dit qu'actuellement tout semble barré, mais il y a des aspirations, il y a des efforts, il y a des précédents. Là, ici, j'ai reçu un document d'un groupe d'alter-éducateurs, c'est-à-dire de groupes qui pensent à un autre type d'éducation, de même qu'il y a un alter-mondialisme auquel je souscris, c'est-à-dire où le monde doit être autre chose qu'une marchandise. C'est l'alter-éducation aussi dont on peut se faire le champion. Et sans doute qu'il y a beaucoup de bonne volonté dispersée en France qui pourrait... Moi, je sais par exemple qu'il y a eu une époque, je ne suis plus au courant, où des enseignants d'une école primaire en Bretagne voulaient faire un système d'enseignement sur les bases des propositions que j'avais faites. Mais là, j'ai perdu contact, je ne sais pas si ça aboutit. Donc, en France, peut-être qu'on peut, je n'ai même parlé avec le président de l'université, de la possibilité de faire ici même un institut de culture fondamentale, et c'est possible que Grenoble soit le lieu où apparaissent, disons, les débuts d'une possibilité de réforme, ce que je souhaite.
Moi, Monsieur Morin, je voulais vous demander pourquoi la France ne pourrait pas être ce lieu? Parce que vous avez beaucoup insisté. Et qu'est-ce que vous avez trouvé en Espagne que vous ne trouvez pas en France pour mettre votre institut? Alors peut-être que Grenoble serait le lieu privilégié, mais moi j'aimerais vraiment repartir en sachant pourquoi la France ne pourrait pas être le lieu de la réforme de la pensée. Et ça, c'est la première question. Et la deuxième, que pensez-vous de l'enseignement qui est donné aux enseignants en France actuellement, quand on connaît, quand on sait les problèmes qu'il y a dans l'éducation nationale aujourd'hui? En réalité, je ne vais pas chercher à l'étranger des choses en me détournant de la France. En France, où les institutions se sont détournées de mes projets, j'avais fait quand même... vous savez, non seulement j'avais fait un projet pour l'enseignement secondaire à l'époque du ministre Allègre, pour rien n'a été suivi, mais j'ai fait deux livres, l'un qui s'appelle La tête bien faite et l'autre Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, qui en France ont eu un très très faible écho, alors que par exemple, je crois qu'en France, La tête bien faite tiré avec 5000 exemplaires, alors qu'en Italie, elle est à sa 5e édition à 25 000, dans des pays, voilà. Donc, ailleurs, on est plus intéressé par ces idées, et si je vois qu'ailleurs on veut faire ce type de réforme, eh bien j'essaye d'aider à ceci, mais je serais enchanté que ça puisse se faire ici. Et la deuxième question, c'était... La formation des maîtres, apprendre à apprendre. Oui. Enfin, apprendre à enseigner. Le grand problème, c'est la formation des formateurs, parce qu'ils doivent... Le plus difficile, c'est eux-mêmes réapprendre à apprendre pour savoir enseigner. C'est-à-dire réapprendre à enseigner. Tout ça. Et donc, là aussi, ce sont les esprits, quelques esprits déjà transformés, qui peuvent eux-mêmes former des formateurs. Moi, c'est le problème que j'ai rencontré justement au Mexique, mais fort heureusement, comme en Amérique latine, il y a une langue commune à tous les pays, enfin, sauf le Brésil, mais il y a une langue commune. Il s'est trouvé que, aussi bien en Argentine qu'au Pérou, qu'en Colombie, qu'au Mexique, bien sûr, et puis même aussi au Brésil, bon, en dépit de la langue différente, enfin, il y a un certain nombre d'enseignants qui sont prêts, déjà formés, qui sont prêts à former les formateurs. Et d'autre part, j'estime, à tort ou à raison, qu'en ce qui concerne les contenus prenez mon livre, Les 7 savoirs, pour chacun des thèmes, j'indique les matières où il faut puiser les éléments de réponse. Bien entendu, ce sont des schémas, mais à partir de ceci, chaque formateur peut se faire sa propre culture. Par exemple, si j'indique pour favoriser la compréhension humaine, qu'il faut se référer à différentes écoles de psychologie, de psychanalyse, etc., je pense qu'à ce moment-là, le maître pourra se référer directement mieux à ses travaux et mieux les intégrer. Et puis, je pense que, dans le fond, ce que j'ai fait dans la méthode, c'est un travail, disons, de pré-pédagogie. Je crois que je mâche la besogne à un grand nombre de formateurs qui peuvent puiser là-dedans de quoi faire leur enseignement. Alors, donc, si vous voulez, c'est ça le problème clé. Hein, qui formera des formateurs, hein? C'est ça le grand problème. Qu'est-ce que disait Marx dans une des thèses sur Feuerbach? J'ai oublié, mais c'est un peu ça. Tu vois pas? Il disait qui. Enfin, la question c'est qui formera les formateurs. Bon. Alors, il y avait encore une question, je crois, parmi vous. S'il n'y en a pas... Oui, Jean-Pierre, tu... Oui, il y a encore une question et une remarque à Edgar avant de laisser poser la dernière question. Est-ce que l'Institut de culture fondamentale que tu souhaites, ce ne serait pas finalement une sorte d'université populaire rénovée qui promouvrait une nouvelle éducation populaire? Mais c'est une hypothèse dont on pourra discuter ensuite. Je laisse poser la dernière question. Oui, bonsoir. Justement sur le même thème, vous vous interrogez rapidement sur votre université utopique.
C'est-à-dire, vous avez formulé un appel au décloisonnement de l'univers scientifique et universitaire. Est-ce que vous entendez par là une sorte de création d'une science totale ou globale, avec des scientifiques totaux ou globaux qui se rapprocheraient par là du philosophe d'antan? Ou est-ce que vous appelez à la multiplication des échanges de manière permanente entre les sciences? Le mot de synthèse n'est pas approprié. Et d'abord, justement, un des thèmes auxquels on arrive quand on essaye de penser la complexité, c'est que la connaissance est toujours inachevée, qu'on ne pourra jamais maîtriser un savoir total. Donc, mais ce que l'on peut tenter, c'est une mise en connexion de savoirs qui sont séparés et que cette mise en connexion soit en même temps une mise en organisation. Je prends par exemple un travail que j'ai fait qui s'appelle « Le paradigme perdu de la nature humaine ». Qu'est-ce que j'ai fait? C'était en 1972 et il y avait un certain nombre de nouveautés dans les découvertes scientifiques qui s'étaient faites dans 3 secteurs, mais qui restaient inconnues les unes des autres. La première, c'était dans le domaine de la primatologie, de la connaissance des chimpanzés, des singes supérieurs. On a découvert qu'ils avaient des aptitudes et des capacités que jusqu'à présent on avait ignorées, qu'ils avaient une complexité dans leurs relations humaines et sociales et dans leur personnalité. Bref, et même aujourd'hui, on sait qu'il y a des cultures, disons, de bonobos qui se transmettent de génération en génération dans la façon de travailler le bois, etc. Donc, le fossé énorme entre le monde biologique, le monde animal et le monde humain, ce fossé gigantesque s'est un peu rétréci. Bon. Deuxièmement, à peu près à la même époque, parce que tous ces travaux, c'est autour des années 60, c'est Jeannette Goudal avec son observation sur les chimpanzés, etc. Bon. À la même époque, c'était Leakey qui, dans l'Olduvai, a découvert des fossiles de dominiens qui montraient que le processus d'hominisation avait commencé au moins il y a 2 millions d'années. Aujourd'hui, on est à 5 ou 6 millions d'années avec Toumaï, l'homme qui a découvert Brunet, etc. Bon. Alors là aussi, alors qu'on voyait Homo sapiens surgir brusquement, comme ça, pof, avec son cerveau, son intelligence, etc., on voit qu'effectivement, il y a eu toute une histoire, toute une évolution, et le fossé se rétrécit, et on sait qu'il y a eu des étapes, des passerelles multiples, complexes, entre le monde des primates, pas seulement anatomique, il y a eu anatomiquement, cérébralement, génétiquement une évolution, mais aussi sociologiquement. C'est le beau livre de Serge Moscovici qui montre que c'est aussi une évolution sociologique qui a transformé une société de singes supérieurs en société humaine. Bon. Alors, ce que j'ai fait, c'est de relier ces deux choses-là pour concevoir effectivement notre humanité avec ses racines animales et le processus d'hominisation, essayer d'imaginer quelles sont les étapes fondamentales. Et là-dessus, il y avait un certain nombre de travaux, comme ça, l'émergence du langage, de la culture. Bon. Ça, c'est une chose. Et troisième élément, c'était la théorie de l'auto-organisation que j'avais trouvée chez Heinz von Förster et Ashby, et qui me semblait tout à fait féconde, pas seulement pour être appliquée au monde vivant, mais même au monde humain. Et c'est cette conception de l'auto-organisation qui m'a conduit donc justement à essayer d'intégrer tout ça. Ce n'est pas une synthèse à proprement parler que je fais, mais le fait de faire la confrontation et de tenter de relier ces éléments séparés, c'était ça qui était important de faire. Et aujourd'hui, en ce qui concerne l'identité humaine, comme je vous l'ai dit, bon, c'est pas seulement la synthèse, mais savoir que nous sommes faits de la matière physique, cosmique, de savoir qu'on peut nous connaître pas seulement en interrogeant la physique et la cosmologie,
Mais d'un autre côté, la littérature, parce que seule la littérature et le roman montrent des êtres humains dans leur subjectivité, dans leur vie, dans leur passion, alors que les sciences, en quelque sorte, n'ont qu'une vision abstraite de l'humanité. Alors, donc, c'est tout ça. Est-ce que c'est une synthèse? Non. On fait communiquer les connaissances et on essaie de les relationner et de voir comment les relationner. Et ce que j'ai voulu faire dans la méthode, c'est quels sont les instruments intellectuels et conceptuels qui permettent de faire des relations. Donc, voilà ce que l'on peut faire et à mon avis, ce que l'on devrait faire dans l'éducation. Cher Edgar, je crois que ça fait 2 heures que nous parlons avec toi. Tu as réveillé en nous une quantité de liens entre nous, en nous, je crois, en nous aussi, entre les différentes sphères, les différentes cultures de nos neurones. On ne peut que rêver aux 90% de ceux-ci qui restent encore en sommeil ou en friche. Donc tu les as un petit peu labourés ce soir. Je crois que tout le monde te sera extrêmement reconnaissant de ces 2 journées, de ces 4 conférences, que nous allons bien sûr reprendre tes livres et que, après tout, rien n'est jamais acquis, mais effectivement, les choses avancent, et notamment par toi. Donc merci de ta présence et bonsoir.